va loin. Aujourd'hui, en Europe, il y a 200 additifs qui sont autorisés pour la fabrication des pains spéciaux. Donc on a un large éventail. C'est quoi ces additifs, par exemple? Il y a de tout. Ça va aller à des levains dévitalisés de seigle, des farines toastées, de l'acide ascorbique, des data esters. Que vous prenez, data ester, vous prenez une farine non panifiable, vous en mettez 300 grammes au quintal de farine et vous arrivez à avoir... Alors vous n'aurez pas du très bon pain, mais vous aurez du pain développé et qui sera mangeable. Au cœur de la Bretagne, Michel Izard tient une boulangerie-pâtisserie artisanale. Pain, viennoiserie, gâteaux, tout est fait maison. 10 personnes travaillent ici dès 4 h du matin. Michel Izard se prête au jeu de préparer pour nous un pain industriel réalisé avec un de ses fameux kits. Alors, hop. Alors, faut que je lise l'étiquette parce que moi je ne connais pas ces produits-là. On va commencer par la composition. Sachant que dedans, il y a de la farine complète de froment, farine complète de seigle, levain de seigle déshydraté stabilisant E412, E415, émulsifiant E471, E422, soja, de la dextrose, des épices, des agents de traitement de la farine, E300, enzymes. Point. On sait quelque chose comme ça, c'est que ça va quand même nous traverser le corps. Donc s'il y a des additifs, surtout sur le pain complet avec les fibres, ça va obligatoirement laisser des traces à l'intérieur. Pour réaliser cette recette miracle, il suffit de suivre la notice écrite en gros sur l'emballage. Videz le sac, mélangez pendant 5 minutes. Voilà, donc là on voit qu'on a une pâte qui est extrêmement compacte. Peu d'intérêt. Ça n'a pas d'odeur. Ah si, ça a une odeur. Enfin, ça sent pas bon, ça n'a pas de vie, quoi. Voilà. Allez, on va pétrir. 6 petites minutes de pétrissage. Ce qu'il y a, c'est que dans le pain, il n'y a pas de magie. Faire du pain en 1 heure, si on pouvait avoir le même résultat qu'en 12 heures, tout le monde le ferait. Et alors là, c'est quoi la différence par rapport à d'habitude? C'est une pâte morte, ça, quoi. Il n'y a pas de vie là-dedans, c'est collant, ça ne réagit pas. Ici, ça c'est un pain aux céréales aussi, mais c'est le nôtre. Donc ici, on voit bien qu'on a une pâte sur laquelle il y a de la vie. Quand on appuie dessus, ici, ça bouge, ça revient. Et puis ici, ici, il ne se passe rien, quoi. Voilà, on pourrait essayer de la modeler, on peut en faire une fleur, ou un chou-fleur, comme vous voulez. Mais ça reste comme ça. Encore 1 heure pour laisser monter la pâte et au four. Magie de la chimie, il aura suffi d'1 h 30 montre en main pour faire un pain aux céréales. Michel Izard va maintenant pouvoir le comparer avec le pain artisanal qu'il met 8 heures à préparer. Avec des graines à l'intérieur, de pavot, de lin doré, sésame. Ici, c'est sympa avec une croûte, une vraie croûte. Hein. On va couper celui-ci. Au nez, ça vaut beaucoup de venir sentir, Isabelle. On va voir, Ouais, ça sent pas bon. Hein. Ça sent un savon un peu. Quoi. Ici, on retrouve le même toucher. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on appuyait dessus cru, hop, la pâte revenait. Ici, quand on appuyait dessus cru, en fait, ça gardait la forme de la fleur qu'on a fait. Et on pourrait refaire une fleur ici. J'ironise, mais c'est pas loin quand même. Et comment le consommateur il s'y retrouve finalement? On ne le voit pas réellement. Hein. C'est difficile. Après, ça va réellement être la confiance qui doit aussi se créer entre l'artisan et son client. Et la communication que l'on a avec nos clients en disant voilà comment je travaille, voilà pourquoi je travaille comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux, à mon avis, il vaut mieux rien faire que faire ça. Il n'y a pas que les pains complets qui soient faits à partir de kits prêts à l'emploi. Les croissants des boulangers de quartier sont eux aussi souvent industriels. L'artisan se contente de les décongeler dans son fournil. Michel Izard a accepté pour notre enquête de faire une nouvelle démonstration. Donc outil indispensable pour faire des croissants. Ça paraît étrange, mais si. Donc on ouvre le beau carton et le beau sachet.
Et on prend les croissants, alors pas spécialement délicatement, c'est pas vraiment nécessaire. Et on les pose avec amour sur la plaque. C'est du congelé? Ah, c'est du congelé, ouais. Voilà, et une fois que ça c'est fait, eh bien on va mettre ça dans les tubes à pousser, hein, pour qu'ils prennent un peu de volume. Et derrière un peu de dorure et au four, terminé. Donc la manip, ça va durer 2 minutes pour faire 10 croissants. Découverte stupéfiante, en France, un artisan boulanger sur 2 ne fabrique plus ses viennoiseries. La raison est simple, un croissant surgelé est prêt en 10 minutes, quand il faut plusieurs heures pour faire un croissant maison. Conséquence, les croissants industriels sont comme le pain, truffés d'additifs chimiques. Alors voilà, 200 additifs différents dans les pains santé. Alors nous, on les achète plus cher en plus en espérant se faire du bien et il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous ces additifs, 200 additifs qui sont utilisables. Ce qu'il faut comprendre, c'est tous les additifs que vous ajoutez, finalement, ont aussi des conséquences. Et un certain nombre sont des produits de synthèse. Il y a toujours des conséquences quand on utilise des produits de synthèse. Alors on peut les minimiser, bien entendu. Donc finalement, c'est une histoire absolument sans fin. Et alors, comment se fait-il que le secteur de la boulangerie-meunerie, alors j'insiste, hein, les boulangers et les meuniers, ne soient pas capables de produire donc du pain de qualité nutritionnelle actuellement? C'est absolument incompréhensible. Vous avez des pains qui sont toujours trop salés, beaucoup de sel. Vous avez des pains donc, qui contiennent des pesticides, alors c'est vrai, d'autant plus que ce sont des pains complets. Et puis, vous avez donc tout un tas d'additifs qui sont rajoutés là-dedans. Malheureusement, le pain complet et le pain multicéréal, surtout, sont les meilleurs pains pour la santé parce qu'ils permettent de limiter la montée du sucre dans le sang. Mais du coup, c'est important qu'ils soient bio. Moi, je crois qu'il faut revenir au pain traditionnel. Nos grands-mères ne mettaient pas ça dans leur pain, le boulanger de nos grands-parents ne mettait pas ça dans le pain, c'est quand même assez extraordinaire. On veut augmenter le volume du pain, on lui rajoute dans tout un tas de pains industriels des matières grasses, alors que justement l'intérêt du pain, c'est qu'il n'y a pas de matières grasses. Mais il y a une dérive, bien entendu, qu'il convient de rapidement réguler, très très rapidement réguler, par la réglementation. Il n'y a pas que le pain qui ne ressemble plus guère à celui de nos grands-mères. L'ensemble de notre alimentation a subi des mutations. Une métamorphose qui frappe également le vivant, et notamment le porc. Oubliez les images des cochons rustiques élevés à la ferme. Le porc est la viande la plus consommée en France. Chaque famille en mange plus de 35 kilos par an. C'est donc sur elle que se sont concentrés tous les efforts de la recherche scientifique pour satisfaire au mieux les demandes de la grande distribution. Souvent attaqué, le milieu porcin est un univers clos, hostile à la présence de caméras. Exceptionnellement, nous sommes reçus chez Michel Poirier, propriétaire de l'une des plus grandes porcheries industrielles de France, située à Empoigné près d'Angers. Chaque année, 90 000 porcs sont produits ici. Donc, si nous rentrons dans la verraterie, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les verras, qui servent de reproducteurs pour l'élevage et la naissance des porcelets. Donc, vous voyez, ici, vous avez un animal très conformé, qui a été sélectionné sur sa capacité à faire du muscle et sa capacité à avoir une longe très rebondie, donc pour les futures côtes de porc, et à l'arrière un jambon très prédominant. En 40 ans, les porcs rustiques sont devenus des porcs modernes, très bodybuildés. Vous avez ici un exemple d'animal qui a une viande très diététique, c'est-à-dire on a complètement fait disparaître l'épaisseur de lard qu'ils avaient sur le dos. Pour répondre au cahier des charges de la grande distribution, les laboratoires de recherche génétique ne cessent de mettre au point de nouvelles variétés de porcs. À force de manipulation, ces bêtes sont devenues très fragiles. Elles doivent rester enfermées à l'abri des microbes dans des bâtiments désinfectés où l'air est filtré en permanence. Pour eux, fini la romance. La reproduction se fait uniquement par insémination artificielle. Le reste de l'élevage ne partage pas les conditions privilégiées des athlètes reproducteurs. Les truies vivent parquées sur des caillebotis, au-dessus de leur déjection. Elles sont entravées pour éviter d'écraser leurs petits. Gestation, mise bas,
Allaitement, elles enchaînent les portées, donnant naissance chaque année à plus de 30 porcelets. Conséquence, les truies multiplient les mammites et les cystites. Quant au porcelet, 1 sur 10 ne résistera pas. Multiplie les mammites et les cystites. Quant au porcelet, 1 sur 10 ne résistera pas à ces conditions d'hygiène. La viande issue de ces élevages intensifs pose-t-elle problème? Donc ici, nous rentrons dans la partie engraissement. Les porcs sont engraissés dans des bâtiments fermés où l'air confiné se charge de poussière et d'ammoniac. C'est des bêtes de course, hein. C'est des Formule 1, il suffit qu'ils mangent de trop et puis il a un souci intestinal, donc ça peut provoquer la mortalité, hein. C'est une Formule 1 compliquée, difficile à maîtriser, donc il faut beaucoup de professionnalisme pour gérer et suivre l'élevage. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de l'élevage moderne actuel. Ces conditions d'élevage provoquent de nombreuses maladies respiratoires et digestives. Les porcs, fragilisés par la sélection génétique, sont désormais privés de leur défense naturelle. Dès lors, comment éviter de les soigner à l'aide de médicaments? Les antibiotiques sont devenus une question taboue pour les éleveurs. Ils affirment ne presque plus en utiliser. Pourtant, le dernier rapport des autorités sanitaires confirme que les ventes de médicaments restent stables. D'ailleurs, depuis 10 ans, les porcs absorbent à eux seuls la moitié des antibiotiques de France. Nous avons rendez-vous dans un autre élevage à la pointe de la Bretagne pour essayer d'en savoir un peu plus. Ce jeune couple produit 9000 porcs par an dans des bâtiments ultramodernes. Nicole et André Sergent font partie des rares éleveurs à reconnaître que les antibiotiques sont indispensables. Il y a un vétérinaire qui est salarié de la coopérative, qui passe dans l'élevage régulièrement et qui ensuite prescrit en fait pour cet élevage le plan, on va dire, sanitaire pour les semaines et mois à venir. Et pour les administrer, ces médicaments, vous pouvez le faire, non? Alors, toutes les administrations, que ce soit des injections directes à tel ou tel animal par rapport à un petit problème qu'il peut avoir, donc là, ce sont nous qui faisons ces interventions, et également, si c'est un traitement collectif sur un lot qui peut arriver, également ce sera l'éleveur qui va le faire. Et si j'interviens, c'est beaucoup à Panari ou ce genre de choses, un peu de diarrhée, et ponctuellement quoi. Un problème de diarrhée, on va traiter juste, et là on utilise donc des pompes doseuses, c'est directement dans l'eau. Parce que même s'ils ne mangent pas, ils vont boire. Donc on est sûr qu'ils sont traités. Voilà. Et sachant qu'on en fait très peu. Très peu. Voilà. Mais c'est comme les humains, voilà. Quand on est malade... Un passage de grippe, on va traiter nos animaux, mais sinon on ne le fait pas systématiquement. Voilà. Voilà, alors là, vous êtes vraiment à l'intérieur d'un élevage industriel. Vous voyez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un risque, en tout cas, peut-être que je me tourne vers vous, André Picot, qu'il y ait des résidus d'antibiotiques dans la viande, et est-ce que dans ces cas-là, c'est problématique pour l'homme? Le gros problème, c'est que depuis quelques années, on a beaucoup amélioré le type d'antibiothérapie chez les porcs. Autrefois, on utilisait des antibiotiques qui donc étaient facilement détectables. Maintenant, on peut utiliser des antibiotiques qui, théoriquement, sont quasi indétectables. Et ça, bien entendu, ça pose problème. Parce qu'ils vous diront, vous voyez, nous faisons des dosages et on ne trouve pas d'antibiotiques. On a pris sciemment des antibiotiques qui n'étaient pas détectables pour qu'on ne puisse pas les tracer, c'est ça? Absolument, bien sûr. En tout cas, pour ce qui se passe en France, le problème de fond, c'est quand même le rôle des pouvoirs publics. Donc, est-ce que, par exemple, actuellement, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les services vétérinaires, font des contrôles répétés, suivis sur des élevages au hasard? Réponse non. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour le faire. Toute la stratégie repose sur l'autodiscipline et le volontariat du secteur agroalimentaire. Ce qui est assez remarquable comme position, de mon point de vue. On pourrait proposer au pouvoir public de faire la même chose, par exemple, pour la conduite automobile. Je leur propose l'année prochaine, donc, pendant une année, faire une expérience et de laisser donc les automobilistes libres à eux, basés sur leur autodiscipline, et voir ce que ça donne en termes de nombre de morts sur la route. Donc, penser que ça va se passer différemment dans le secteur agroalimentaire,